Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Quand on devient parent, nous-mêmes, on a des émotions qui débordent. Donc les émotions de nos enfants débordent, les nôtres débordent, parfois dans le couple aussi, parfois au travail aussi. Donc mon travail, c'est de vous donner plus de clés et plus d'outils pour que vous ayez jour après jour des moyens de faire autrement et des activités et des propositions qui soient plus diversifiées, qui soient plus variées pour que nos enfants ne nous impactent plus au niveau de leur comportement, de leurs attitudes, de leurs, entre guillemets, bêtises et caprices. Si vous écoutez le podcast, vous pourrez retrouver dans l'épisode 42 et 45 des liens avec ce mot caprice et ce mot bêtise, que je vous invite à requalifier de comportement inapproprié ou de comportement dérangeant pour vous, puisque souvent ce sont des comportements qui nous impactent, mais qui pour eux ont vraiment un sens et ont vraiment une raison d'être. Le côté débordant de nos émotions, on va le retrouver dès que l'enfant est tout petit. Et nous, finalement, si on était honnête, on l'a déjà vécu aussi, le côté débordant avant d'être parent. Seulement, le fait d'être parent a décuplé, bien souvent, dans les témoignages des gens que j'accompagne, a décuplé le côté émotionnel et ça prend des proportions énormes. Et ce côté régulation des émotions, vous en entendez sûrement parler beaucoup autour de vous. C'est quand même assez à la mode, notamment dans la communication, mais aussi dans l'agilité professionnelle, dans la relation parent-enfant, mais aussi dans le cercle amical et familial. Et on a peut-être des idées, des théories, des notions qui nous popent, des notions qui nous paraissent faciles à comprendre au niveau intellectuel, au niveau mental, mais dans les faits, souvent les mamans me disent comment on arrive à l'appliquer, j'ai bien compris la théorie, mais comment on fait concrètement? Et ces outils qu'on lit, qu'on échange, qu'on discute avec des parents autour de nous, avec des experts, avec des podcasts, avec des lectures, comment est-ce qu'on fait après pour se les approprier et les mutualiser suffisamment pour que notre partenaire de vie, notre premier enfant, notre deuxième enfant, notre troisième enfant, arrive à utiliser ces outils sans que ce soit complètement artificiel. Donc ce que je vous invite toujours à faire, c'est de prendre ce qui vous va à vous et ce que vous en êtes à ce point-là d'implication, d'implémentation dans votre vie perso et de mettre de côté tout ce qui ne vous parle pas, de mettre de côté tout ce qui ne s'accroche pas, en fait, ne s'approche pas à votre profil, votre vécu, votre configuration parentale. Peut-être que vous êtes maman solo et dans quel cas, certains de mes conseils ou certains de mes tips vont tomber complètement à plat. Et puis pour d'autres moments, peut-être que là, aujourd'hui, une phrase que vous avez déjà entendue ailleurs, dans un autre podcast, dans un autre livre, va prendre une dimension que vous avez envie d'appliquer ou pas. Vraiment, sentez-vous libre de picorer tout ce qui vous intéresse, que ce soit ici, que ce soit dans le podcast, que ce soit sur tous les comptes parentalité d'ailleurs. Je vous invite à prendre beaucoup de distance avec ce que les experts vont vous dire, parce qu'ils ont des bonnes raisons de vous le dire, ils l'ont sûrement vécu, expérimenté, testé peut-être sur leurs clients, sur leurs patients, sur les familles qu'ils accompagnent, mais ça ne veut pas dire que clé en main, ça va marcher pour vous. On a parlé beaucoup des émotions du parent. Certaines parties sont encapsulées dans l'épisode 126. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse le focus sur vraiment l'émotion de notre enfant. Donc on va prendre 3 exemples. On va prendre l'exemple d'un tout petit qui ne parle pas encore.
vers 2 ans. On va prendre l'exemple d'un enfant qui commence à démêler le langage vers 6-7 ans et pour qui tout peut être vraiment exponentiel. Et puis on va prendre le cas aussi d'un ado, puisque vous savez que j'ai une ado de 16 ans à la maison, et que ça permet aussi de voir que sur le long terme, l'application de ces outils vous permet de faire des progressions en famille. Que oui, c'est sûrement dur la première fois qu'on met en place un outil de régulation émotionnelle parce que nous-mêmes, on ne se l'est pas approprié et que notre enfant, la nouveauté, des fois c'est bien et des fois c'est j'en veux pas. Par contre, plus on l'installe dans sa famille, plus on l'installe dans le couple et plus on l'installe à long terme. Et la régulation émotionnelle avec un ado, je ne vous cache pas que c'est encore pas tout à fait la même que de voir comment ça se passe avec un tout petit. Prenons le cas, j'imagine que vous l'avez tous vécu, d'un enfant qui se met à pleurer, se met à crier, se met à lancer des objets, se met à taper les gens autour de lui. C'est une configuration qu'on voit en crèche, c'est une configuration qu'on voit dans le dispositif des moins de 3 ans, et c'est sûrement des souvenirs qui vous reviennent quand vous aviez votre enfant très jeune. Ça va peut-être vous parler aussi, c'est que la première fois, on a une réaction de surprise. La crise, on ne l'avait pas vu venir. La crise, elle n'arrive pas toujours à un moment sur lequel nous, on était disponibles. Et bien souvent, on n'a pas identifié les faits, les déclencheurs, la causalité des choses qui ont amené à cette crise. Parfois, on a pu la deviner, parfois, on a pu la sentir arriver. Et je vous invite à observer de plus en plus votre enfant parce que vous allez détecter les crises de plus en plus facilement. Vous allez les voir arriver, les crises, à 2 km. Plus je faisais ça avec les élèves dans ma classe, et plus j'arrivais à mettre en place, à faire de la prévention avant que la crise arrive. On en reparlera tout à l'heure, ça se joue au niveau de la disponibilité du matériel, de l'aménagement de la maison pour l'autonomie. Il y a des choses à mettre en place, mais là on va être juste au cœur de la crise. Notre enfant se met à hurler, notre enfant se met à balancer des objets, il n'arrive pas encore à faire une phrase et il n'arrive pas encore à exprimer ce qui se passe pour lui. Donc ce tout petit enfant, il est complètement enflammé dans sa cheminée à lui. Son système émotionnel n'est pas mature, ses flammes sont dans tous les sens, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de lui. Si nous, on a été élevés comme ce comportement me dérange, sa crise me dérange, on risque de nier, de rabaisser, de minimiser ce qu'il est en train de vivre et de lui dire « Ah, c'est bon, c'est rien, arrête de chouiner, arrête de pleurer, ne lance pas d'objets » et donc de lui donner des conseils, des ordres, des injonctions, des choix de comportement qui sont très fermés, qui ne sont pas du tout dans la conscience de ce qui se passe, qui ne sont pas du tout dans poser des mots sur ce qu'il vit. Donc la première chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que la crise arrivant, ni lui ne la voulait, ni nous non plus. En effet, on est tous les deux dérangés par l'émotion forte qui lui arrive. Nous, on est adultes. Théoriquement, on devrait avoir certaines techniques de régulation émotionnelle, même si on ne les a pas apprises, donc on les a bidouillées sur le tas quand on est devenu parent. On a peut-être participé à 1 ou 2 sensibilisations, écouté une masterclass dessus, mais parfois on ne l'a pas suffisamment pratiqué pour ne pas être contaminé par la crise de notre enfant. La première action que je vais poser, c'est la crise est là, je l'admets, je l'accepte, je l'observe et je me dis, cette crise n'a rien à voir avec moi. Donc je ferme ma cheminée à moi pour ne pas être contaminée par ce que l'enfant me balance en pleine action. En face de moi, cet enfant a besoin de mon aide pour apprivoiser sa cheminée à lui. Donc là, tout de suite, c'est pas le moment de voir ce qui se passe dans ma cheminée. Ça, je le ferai en dehors, je le ferai après, je peux l'avoir fait avant, je peux l'avoir fait en séance individuelle, mais là, tout de suite, je ne peux pas. Donc cette étanchéité, elle peut prendre la forme d'un mantra, de me dire, il lui arrive quelque chose de difficile, je vais l'aider à le réguler. Donc ça veut dire que je me sors de ce qui commence à chauffer dans ma cheminée, du genre de l'agacement, de la frustration, de « oh purée, c'est pas le moment, pourquoi il me fait ça maintenant? Ah non, vraiment ». Donc ce qu'on va se raconter est là, on ne va pas le nier non plus. Mais là, tout de suite, notre enfant, il a besoin de pistes, d'outils, d'actions, de regards, de postures de notre part. On va se mettre donc à sa hauteur, on va essayer de voir ce qui lui arrive de manière neutre, de manière objective, de manière factuelle, ce qui est très difficile si on n'a pas encore mis une étanchéité avec ce qu'on ressent nous. Essayez de vous extraire de ce que vous viviez juste avant la crise, essayez de vous extraire de ce que vous aviez
dans votre process, dans votre to-do, dans votre pensée, vous étiez sûrement dans un nuage de pensée de votre côté et la crise vient exploser ce présent, cette actualité, ce moment-là. Et au moment où vous pensiez continuer votre petite journée tranquillement, la crise arrive, la crise impacte. Cette crise, votre enfant va avoir besoin d'entendre qu'elle est normale. Donc après, vous êtes mis à sa hauteur, vous allez lui dire « Oula, je vois qu'il y a quelque chose qui t'arrive, qui ne va pas très bien pour toi. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens en colère? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui te rend... » Posez les adjectifs qu'il a déjà entendus, que vous avez déjà utilisés. Peut-être qu'en lisant un livre, vous avez eu un personnage qui vivait ça, donc vous pouvez lui dire « Est-ce que c'est comme Stéphane dans le livre? Est-ce que c'est comme Aglaé dans l'épisode qu'on a regardé hier ?» Donc faites un lien en disant « Je comprends ce que tu vis, ça a l'air difficile pour toi, je vais essayer de t'aider à dépasser ce que tu ressens. » Parfois, on arrive à trouver les bons mots du premier coup, et puis ça viendra avec la pratique. Le fait est que là, quand vous êtes à sa hauteur, qui sent que vous êtes disponible pour son émotion, qui sent que vous comprenez que cette émotion, vous la validez en quelque sorte. Je fais un distinguo entre valider l'émotion et valider le comportement. Vous pouvez valider l'émotion de votre enfant sans valider le fait qu'il vient de renverser toute la boîte de Capla dans la gamelle du chat. On décorrèle le comportement qu'il a avec ce que vous pressentez, ce que vous allez mettre comme hypothèse sur ce qu'il vit à l'intérieur. Et vous voyez que l'exercice de se décentrer de ce qu'on vit nous, et ensuite de faire l'effort d'aller, lui, sur sa colline, dans sa cheminée, et commencer à faire des hypothèses sur qu'est-ce qu'il ressent, pourquoi il se sent comme ça, qu'est-ce qui a pu déclencher la crise, qu'est-ce qui s'est raconté et qui a amplifié en fait cette émotion, qui a décuplé la flamme. Parce qu'il n'est pas responsable du fonctionnement intérieur et il n'en est même pas conscient. Au début, c'était peut-être une broutille. Et puis après, il a vu qu'il n'y arrivait pas et ça l'a énervé encore plus. Donc il a forcé, il a vu qu'il n'y arrivait toujours pas. Et donc ça a décuplé sa flamme qui au début était encore facilement régulable. S'il ne parle pas, on ne va pas aller plus loin dans l'expression. On va passer sur la phase quelle est la stratégie qu'on va se proposer à nous et à lui, quelle est l'activité, le temps de qualité, la proposition qu'on va lui faire pour redescendre de son émotion. Si vous sentez qu'il a une décharge d'énergie, si vous sentez qu'il a besoin de hurler, de crier, de lancer des choses, eh bien vous allez lui proposer un cadre plus approprié pour qu'il puisse décharger, hurler, crier, lancer des choses. Peut-être que le salon n'est pas l'endroit le plus propice. Peut-être que vous pouvez descendre dans la cour, peut-être que vous pouvez aller dans une pièce plus loin des gens qui travaillent, sortir de la zone où l'émotion, où la crise a eu lieu. L'exemple typique du supermarché n'est pas le lieu le plus favorable pour réguler la crise de notre enfant. Parce qu'il y a des témoins, parce que nous-mêmes, on se sent contaminé par ce que les gens vont dire, le regard des autres et tout. Donc ça, j'en parle beaucoup dans l'épisode 38, je crois, sur apaiser les colères. Mais là, sur le tout petit, même si c'est une tristesse, même si c'est une peur, on va essayer de voir dans sa cheminée ce qui se passe pour lui proposer l'activité, l'action ou la phrase qui va arriver en justesse, qui va arriver vraiment à propos avec ce qu'on croit qu'il a vécu. Et on n'est pas sûr de toucher la bonne chose. On n'est pas sûr d'avoir raison sur notre hypothèse. On peut aussi lui formuler des hypothèses et avec sa tête, il va hocher la tête, il va nous dire c'est pas ça, tu comprends rien, je t'aime plus. Parce que si on se met de son côté, il a envie d'être compris, il a envie d'être aidé, il a envie d'être soutenu. Parce que à son âge, à 2 ans, sans avoir la maîtrise du langage, il se sent complètement impuissant avec ce qui lui arrive du monde extérieur. Sa tour ne tient pas, on lui a pris son jouet, on lui a dit non pour la sortie, on lui a refusé ce bonbon. On est dans un monde qui habite la frustration. On est dans un monde qui est pénible pour un enfant de 2 ans. Donc la moindre des choses pour lui, c'est qu'il se sente soutenu dans l'idée qu'on le comprend. Et même si on se plante, même si on tombe à côté dans l'hypothèse, ce sera déjà mieux que rien. Ce sera déjà mieux que les familles qui disent « Ah, c'est bon, c'est rien, arrête de m'embêter, va chouiner ailleurs. Si tu continues, je te mets dans ta chambre. » Toute autre menace ou violence éducative ordinaire que vous pouvez voir autour de vous, que vous avez peut-être fait, que vous avez peut-être vécu en tant qu'enfant, est une possibilité sur votre éventail de stratégies. C'est pas la meilleure, mais c'est celle qu'on a en stock actuellement. C'est celle qui est prête à être dégainée parce qu'on a cette habitude ou non. Et si vous avez cette habitude encore, elle peut se déconstruire. Mais il faut mettre de la conscience dessus, il faut la remplacer par d'autres stratégies.
Si ma première réaction avec un enfant de 2 ans qui fait une crise, c'est de lui dire « c'est rien, tais-toi, tu me déranges », en effet, la conversation va avoir du mal à s'enclencher. Lui, il ne va pas se sentir écouté dans son émotion. Il ne va pas se sentir soutenu dans la maturation de ses neurones sensoriels, d'émotionnels et intellectuels. Et oui, c'est dur parce que c'est répétitif et vous allez en vivre des centaines de crises. Vous allez vivre des centaines de moments où lui, il est démuni dans ses émotions. Nous, c'était pas le bon timing et le bon moment. On avait déjà plein de choses à régler. Et oui, c'est pénible parce qu'on doit toujours remettre sur le tapis cette disponibilité à notre enfant alors qu'on est dans un monde où tout va vite, où tout zappe tout le temps et il faut être complètement disponible à l'actualité. Notre enfant nous demande du temps de présence, nous demande du soutien, mais même le regard suffirait à comprendre que son émotion, on la valide. Son émotion, on la comprend. Son émotion, on va l'aider à en sortir. Et cette intention, elle est invisible au début, elle vient uniquement de vous et c'est vous qui allez la porter pour que votre enfant se sente soutenu, écouté, entendu, validé dans son émotion. Donc personne ne peut vous l'apprendre, c'est vous qui allez mettre des petites pierres sur votre chemin pour vous connecter à l'émotion de cette crise que votre enfant ressent sans pouvoir mettre des mots dessus, sans pouvoir le verbaliser et sans pouvoir en sortir tout seul. Donc première chose, se mettre à sa hauteur. Deuxième chose, lui exprimer qu'on a compris qu'il vivait quelque chose de difficile. Essayer de faire une hypothèse sur la flamme qu'il ressent dans sa cheminée, sur la forme de l'émotion. Est-ce qu'on peut raccrocher ça à quelque chose qu'il a déjà vécu ? Est-ce qu'on peut poser un mot en disant « Ah là, tu te sens très contrarié parce que… » Trois petits points et vous regardez, vous observez le contexte, vous posez une première hypothèse sur les faits, sur la situation, sur le déclencheur factuel neutre qui est dans mon jargon dans un des modules d'Emotizen. Ce déclencheur, l'enfant ne peut pas encore le formuler autrement, il ne peut pas le conscientiser autrement, c'est un indice pour nous, parents, c'est un indice pour nous, accompagnateurs. Nous, quand on a la somme des indices qui a déclenché l'émotion, qui a déclenché la flamme, ensuite on pourra travailler dessus pour la reformuler, pour peut-être la faire redescendre dans son expérience, dans ce qui va se rappeler de cette situation. Mais ça se fait à froid, ça se fait après l'émotion. Là, le tout petit, il a 2 ans, il est dans une rage, dans une expression de ce qui ne va pas en lui. On n'est pas en train de lui faire une conférence sur l'émotion. On n'est pas en train de lui expliquer pourquoi sa flamme est arrivée là. Mais pour la comprendre, c'est utile pour nous deux de poser un premier mot. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que tu es inquiet ? Est-ce que ça te rend triste de ne pas y arriver ? Donc là, on est plus sur une notion d'impuissance. Tout ça, c'est des hypothèses qu'on va mettre avec lui. Et on ne lui demande pas de valider. C'est juste qu'il va sentir dans le ton de notre voix qu'on est près de lui et qu'on s'intéresse à ce qu'il ressent. Première solution, aller dans la décharge physique, changer de lieu, se mettre loin du regard des autres, proposer une activité pour exprimer ce qu'il ressent. Donc ça peut être gribouiller, déchirer, lancer des objets, chanter, crier, taper des pieds. Donc quelque chose qui soit très visuel, ou alors ça peut être quelque chose de sensoriel. Le prendre contre vous, le bercer, chanter quelque chose avec lui proposer une activité avec des perles, lui proposer quelque chose dans laquelle il est en réussite. Il connaît déjà cette activité, ça le rassure, ça le conforte dans sa capacité, dans sa puissance personnelle. Imaginons que là, il s'était énervé parce qu'il n'arrivait pas à quelque chose. Vous allez amener vers lui soit de la décharge, soit du rapprochement physique, ou alors une activité où il va se sentir, cette fois-ci, compétent, puissant, à l'aise et conquérant. Est-ce que vous voyez que déjà ces 4 premières pistes lui font comprendre qu'il n'est pas là pour lutter contre l'émotion, il n'est pas là pour expliquer que c'est de notre faute, que le monde est méchant et tout ça. Il est juste là pour dire « je ne gère pas, je ne sais pas gérer ce qui se passe ». Et nous, on va lui proposer une lecture de la situation, une étiquette de son émotion, une proposition d'activité qui sera plus tard une de ses lamelles sur son éventail de stratégies à lui. Mais là, à 2 ans, il ne sait pas encore faire tout ça. Donc c'est nous qui arrivons avec notre lecture, avec notre éventail à nous et notre étanchéité. Ça, c'était pour l'enfant de 2 ans qui ne parle pas trop. Après, je me suis proposé de faire la crise émotionnelle pour un enfant de 6-7 ans. L'enfant de 6-7 ans, il a déjà vécu ses émotions dans sa cheminée, il peut reconnaître ses flammes et là, on va pouvoir parler avec lui en lui indiquant que cette flamme, il l'a déjà vécue,
qu'il avait déjà trouvé des moyens de s'en sortir et donc on va l'inviter à prendre la décision de ce qui serait bon pour lui. On va l'inviter à créer lui-même ce temps de qualité dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de redescendre? Est-ce qu'il veut se mettre sa musique préférée sur son poste MP3? Est-ce qu'il a besoin d'aller courir, de faire du trampoline dans le jardin? Donc à nouveau, on va faire une lecture de ce qui a déclenché la flamme dans sa cheminée. On va le rassurer sur l'idée que cette émotion, elle est normale, elle est légitime, il a le droit de la ressentir, on est là pour l'accompagner, que oui, c'est difficile. Et à cet âge-là, à 6-7 ans, on peut aussi, nous, en tant qu'adultes, lui dire « Ah, mais tu sais, moi, ça m'arrive aussi. La dernière fois, il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, voilà comment j'ai fait. » Pour qu'il sente que nous aussi, on a ces émotions débordantes. Nous aussi, on vit les mêmes choses que lui, à des contextes, domaines de vie différents, mais que on est aussi en capacité de trouver des solutions sur mesure créatives pour nous adultes et que lui, on est en train de lui apprendre dans notre mode d'éducation, de transmission, comment faire pour lui. Et comme je vous le dis souvent, notre enfant, là où on est témoin de la crise, on va pouvoir l'aider, on va pouvoir faire avec, mais le but à long terme, c'est que notre enfant, il puisse faire sans nous, il puisse faire à l'école, au collège, en colonie de vacances. Seulement tout ça en amont, on va le préparer. Parce que si on veut qu'un jour, en colonie de vacances ou chez sa grand-mère quand on ne sera pas là, il puisse lui-même comprendre quelle est sa flamme, quel est le déclencheur, quelles sont ses options possibles sur son éventail de stratégies, je suis obligée de lui avoir expliqué tout ça. Je suis obligée de lui avoir verbalisé et explicité qu'il y avait des sorties à la crise, qu'il y avait des sorties à son émotion inconfortable, désagréable. Parce que sinon, tout seul, il ne sait pas le faire. Il ne peut pas le faire. Comment voulez-vous qu'il fasse alors qu'il n'avait jamais verbalisé une émotion pour en sortir tout seul? Donc la différence entre l'enfant de 2 ans et l'enfant de 6 ans, c'est qu'on va se baser sur ce qu'il a pu déjà vivre concernant cette tristesse, cette peur, cette frustration, cette impuissance ou cette joie, hein, si vous voulez accompagner la joie, mais c'est un peu moins pour ces questions-là qu'on vient me voir en général. Et valider que cette émotion, ah oui, elle est revenue, oh là là, t'es à nouveau inquiet pour ça, ah oui, tu veux pas retourner chez cette personne-là parce que la dernière fois vous vous étiez disputé. Vraiment expliciter qu'il a pu vivre quelque chose de difficile, que parfois ça se répète, qu'il va avoir des capacités de faire autrement, de parler avec les gens qui le mettent en situation désagréable, d'agir autrement, de changer de comportement. Tout est possible chaque jour en fait pour notre enfant. On peut lui dire qu'il peut être créatif dans ses façons de réguler son émotion. Sur cet enfant de 6-7 ans, on va pouvoir aussi, parce qu'il commence à se décentrer, on va pouvoir aussi lui parler de nous quand on le fait en tant qu'adulte, mais de nous comment on faisait quand on était enfant et qu'on ressentait ça. Donc on peut commencer à amener des choses extérieures à lui pour qu'il se rende compte qu'il y a 1000 manières de faire, que nous, quand on était enfant, on l'a vécu. En tant que professionnel, on peut aussi lui parler en tant que professionnel. Et on peut aussi lui dire, ah ben je sais que ton frère, quand il avait vécu ça, lui, il avait plutôt choisi cette activité, ou il avait plutôt décidé de 3 petits points. Donc lui ouvrir une palette de sorties de crise en fonction de son émotion actuelle. Donc ça, c'est pour l'âge de 6-7 ans. Et puis, on en arrive à l'émotion débordante pour nos ados. Donc, nos ados sont eux-mêmes en train de faire un petit cocktail d'hormones magnifique et absolument extraordinaire, entre fatigue, rejet, connexion, besoin de soutien, besoin d'écoute, autonomie, indépendance, provocation. Donc, tous ces mots qui sont sans jugement, qui sont factuels, nous impactent, nous, en tant que parents. Mais cet ado, à son tour, il est en train de vivre une émotion, un contexte, une réflexion qui nous dépasse, nous, parce qu'on n'a pas la même vision de son monde, de son groupe d'amis, de sa scolarité, de ce que le prof lui a dit, et on n'a pas les indices non plus. Comme le tout petit enfant de 2 ans, quand notre ado n'est plus en explicitation totale de ce qu'il nous raconte, de ce qu'il vit, de ses copines, de ses enjeux, de ses couples, de sa frustration, de sa vision de l'argent, on peut poser une phrase. Et ce qui m'intéresse le plus là maintenant et que je fais avec mon ado, c'est de lui faire comprendre que son émotion est de sa responsabilité. Et c'est ça qui change avec l'enfant de 2 ans et avec l'enfant de 6-7 ans. Comme je n'ai pas pu faire ça avec Livna quand elle était jeune, il arrive des moments où elle me balance sa flamme, où elle me balance son émotion, comme si j'en étais responsable. Donc je mets ça sur 2 causes distinctes.
hein, et vous ferez le tri, vous. La première cause, c'est que comme je ne l'ai pas responsabilisé sur ses émotions plus tôt, parce que moi-même, je n'avais pas encore ces outils-là, il a pu y avoir des moments où je prenais en charge son émotion comme si moi, j'étais responsable de l'émotion de ma fille. Donc ça, je l'ai déconstruit les 3 dernières années, mais c'est encore long et je vois qu'il y a des restes. Et la deuxième, c'est qu'en tant qu'ado, de toute façon, il vaut mieux trouver un responsable extérieur à soi parce que ça évite d'impacter l'estime de soi. Donc, il vaut mieux dire c'est la faute du prof, c'est la faute de la copine, c'est la faute du directeur. C'est plus facile de mettre la faute à l'extérieur de nous. Et je pense que vous avez des exemples autour de vous d'adultes qui continuent à faire ça. D'adultes qui continuent à dire non mais c'est pas moi, c'est le contexte, c'est la hausse d'essence, c'est Gabriel Attal, c'est con au gouvernement, etc. C'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre si on se sent mal, si on a une émotion désagréable. Et notre enfant, de tout petit jusqu'à son indépendance physique, c'est quand il ira dans son premier studio et quand il fera ses études universitaires ou dans un autre pays, à ce moment-là, son émotion, il sera bien obligé de la prendre en charge et d'en être responsable pour agir, pour éviter de subir. Ce qu'on peut préparer pour nos ados, c'est de lui faire comprendre le contexte sans trop s'impliquer et sans prendre une part déraisonnable, je dirais, parce qu'on a cette tendance, et vous le vivrez sans doute un jour, à vouloir le soutenir, mais trop le soutenir, trop faire à sa place. Et il va moins ressentir les conséquences de ses actions et la responsabilité des conséquences de ses actions si on prend en charge son émotion. Et ce que je vis maintenant au quotidien avec Livna, c'est que quand elle me balance sa flamme telle qu'elle en m'en rendant responsable, j'essaye, bon, comme dans le cas 1 et dans le cas 2, d'étanchéifier ma cheminée en me disant tout ce que je ressens là, je le traiterai plus tard, parce que si je le traite maintenant, je ne vais pas être disponible pour mon ado, et je vais essayer vraiment de plonger dans ses flammes, ses besoins, pourquoi elle me dit ça, qu'est-ce qu'elle attend de moi, et ensuite, et c'est là le plus difficile je trouve, de voir si j'y vais ou non. Si j'accepte la stratégie qu'elle me propose pour se décharger de son émotion à elle d'ado, ou si je refuse d'y aller parce que je considère qu'à ce moment-là, il faut qu'elle regarde cette émotion en face et qu'elle a quelque chose à travailler sur cette émotion en face. Alors peut-être que pour l'instant c'est un peu difficile sans exemple concret, mais là je vais vous dire un exemple concret. Elle arrive avec sa feuille de livre de français de première. Cette année ils auront le bac français, il y a une épreuve, il y aura une note, il y a un enjeu. Un enjeu, ça peut être déclencheur d'une flamme, d'inquiétude, ça peut être déclencheur d'une flamme de frustration parce qu'on est toujours en train de nous évaluer, on est toujours en train de nous pressuriser. Elle arrive avec sa feuille de français et elle me dit « Oui, de toute façon, il faut lire le livre pour la semaine prochaine. » Je lui dis « Donc, comment tu vas faire pour avoir fini ton livre la semaine prochaine ?» Je reformule le problème puisque là, elle était juste dans l'expression de « J'ai toujours pas lu le livre qu'il faut qu'on lise pour la semaine prochaine. » Donc ça, c'est une plainte, c'est ce qu'on voit en formation de coaching. Si on laisse la personne en face de nous se plaindre, râler, on ne passera pas à l'action. C'est une étape intéressante pour comprendre ce qu'il vit, mais là, mon ado, elle se plaint, elle râle. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? C'est elle voudrait avoir déjà son livre. Ah oui, mais est-ce qu'elle a formulé qu'il fallait acheter ce livre-là? Non, moi j'ai toujours pas la liste de livres, donc je ne peux pas acheter le livre puisque je n'ai pas la liste de livres. Donc ce que j'aimerais là, dans cet exemple très précis, c'est qu'elle se rende compte qu'elle est frustrée parce qu'on lui demande d'avoir lu un livre, qu'elle ne s'est pas encore organisée pour l'acheter et qu'elle ne m'a pas demandé comment on allait faire pour l'obtenir, ce livre, pour qu'elle puisse le lire. Donc vous voyez que les étapes, elles sont à la suite, mais si on n'a pas vu dans quel ordre allaient arriver les étapes, on ne peut pas prendre la première marche de l'escalier. Et nos ados, est-ce qu'on les a suffisamment habitués quand ils avaient 2, 4, 6, 12 ans à voir l'ensemble de l'escalier sans se manger toutes les marches tout seul, mais voir qu'il y a plusieurs étapes pour se sentir autrement. Ma fille est frustrée de ne pas avoir encore son livre, mais elle n'avait pas identifié que pour qu'elle ait son livre, il fallait qu'elle me donne sa liste, qu'elle me donne un délai pour acheter ce livre. Donc, elle n'a pas communiqué sur les prérequis, en fait. Il fallait des informations à communiquer. Et ce qui est utile dans cette histoire, c'est pas pour vous raconter ma vie et ma fille en première, c'est que plus votre enfant est jeune, et plus vous lui donnez aussi les résonances de chacune des conséquences de son émotion et de chacun des choix possibles dans la résolution de son émotion. Votre enfant qui balance un objet sur vous, vous allez pouvoir lui donner 4 pistes différentes, au moins, en disant « tu veux lancer ?
très bien, allons lancer, mais pas cet objet, pas ici, pas sur moi. Donc là, vous avez redirigé. Ou alors, votre enfant vous balance un objet sur vous. Vous allez vous énerver, gronder, lui dire je n'accepte pas mon intégrité physique, tu ne lances pas des objets sur moi. Là, vous allez lui faire une présentation de les objets ont des conséquences sur moi, je ne veux pas ces conséquences. Donc si tu veux lancer des objets, on peut aller ailleurs. Mais en tout cas, moi, la conséquence de ton action, je la refuse. Donc tu modifies ton comportement. Ou alors, et là, vous voyez, si vous voulez faire des réparations, des sanctions, hashtag discipline positive et tous les autres contextes. Mais votre façon de vous positionner quand l'émotion arrive va permettre à votre enfant à long terme de voir les étapes pour que la prochaine fois, cette émotion ne revienne pas. Pour que la prochaine fois, il ait des clés supplémentaires pour la réguler. Alors, je ne vais pas dire en autonomie, mais en tout cas de façon un peu plus personnelle, un peu plus autonome. Et vous, vous êtes la mémoire de cet enfant, que ce soit le vôtre ou que ce soit votre élève ou que ce soit un enfant que vous gardez occasionnellement. Et cette mémoire, elle est précieuse parce que vous allez pouvoir lui redire « Ah, mais je me souviens, la dernière fois que tu avais fait cette tour-là avec les Legos, tout était tombé à un moment, tu t'étais très énervé, tu avais tout balancé. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Et si ça arrivait aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais autrement? Est-ce que tu referais la même chose? » Donc vous avez un rôle très précieux en tant que mémoire de l'expérience de l'élève, de l'enfant, de votre enfant, pour lui montrer qu'à ce moment-là, il n'avait que cette option-là pour réguler son émotion, mais qu'aujourd'hui, il en a plein d'autres possibles, parce qu'il va gagner en maturité, parce qu'il va gagner en vision aussi du monde extérieur. Il va lire le monde de façon plus large, avec plus de nuances, avec plus de détails, ce qu'il ne pouvait pas faire à 2 ans. Donc utilisez tout ce qui se passe au quotidien dès que vous sentez qu'il y a une émotion forte dans la cheminée de votre enfant pour lui faire comprendre qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas responsable de cette émotion. Il en est pleinement l'auteur et l'acteur et parfois, quand ils sont tout jeunes, la victime, mais que vous allez l'aider à la réguler, à l'accueillir, à l'apprivoiser, à la comprendre, à la traverser et même à l'anticiper la prochaine fois. Ça fait beaucoup de verbes d'action, hein. Je me relie à vous si vous sentez que c'est un chantier assez intense. Et c'est vrai, c'est un chantier qui est complètement énorme. Et plus vous avez d'enfants d'âges différents, et plus vous avez, vous, des braises sur la gestion de vos émotions, parce que vous êtes encore dans cette pensée étincelle de « Ah ouais, mais moi, on m'a jamais élevé comme ça », ou « Moi, on n'a jamais écouté ma frustration », ou « On n'a jamais écouté ma colère ». Mais là, je vais vous dire, comme je fais en séance, là, c'est votre cheminée qui parle. Il y a un moment pour travailler nos braises à nous, d'adultes, qui n'a pas vécu cette régulation émotionnelle de l'intérieur quand on était petit. Et je me relie parce que c'est vraiment une étape difficile à surmonter, de pardonner que nous, on ne l'ait pas vécu. Mais quand on essaye de la réguler pour nos enfants, oui, il y a ce fantôme-là, cette braise-là qui se réveille, que oui, on aurait aimé être l'enfant qui reçoit tout ce qu'on est en train de dire à notre enfant, hein, comme s'il y avait un dédoublement là, de temporalité, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on n'a pas vécu ça. Par contre, on peut maintenant le produire et on peut le transmettre. Et quand on est très fatigué, c'est dur. Et quand notre enfant en est à sa 4e crise de la journée, c'est dur. Vraiment. Je compatis. Je compatis parce qu'en classe, dans le dispositif des moins de 3 ans, on ne faisait que ça. Toute la matinée, c'était de la régulation émotionnelle, de l'explicitation et ouvrir l'éventail de stratégies pour que chaque élève puisse entendre que ça c'est accepté, ça c'est pas compatible avec la vie en collectivité, ça c'est faisable, mais ça c'est dans un autre endroit qu'on va le faire, etc. Et on est les passeurs d'informations pour qu'ils aient d'autres lamelles sur leur éventail de stratégies. C'est notre boulot ça. Je crois que l'éventail de stratégie, c'est l'épisode 109, je crois, de mémoire, sur le podcast. Nous, on a sûrement mis en place des stratégies qui nous ont servi et qui nous ont moins servi. Si vous vous rappelez de votre dernière crise d'adulte, vous vous êtes rendu compte que balancer un objet ou claquer la porte ou dire un bon gros mot d'insulte à votre patron vous a eu des conséquences plus ou moins positives, agréables et long terme. Et ça peut être intéressant aussi de voir comment nous on réagit encore malgré cette connaissance partielle, théorique, intellectuelle des outils de régulation, parce que ça nous permet aussi de voir à quel point on peut se planter tous les jours. Vraiment, on peut se planter tous les jours. Et ça m'arrivait en classe de me dire « Oh là là, j'ai pas du tout appréhendé l'émotion de cet élève-là de la manière dont il avait besoin. » Et c'est normal parce que peut-être j'étais encore dans la crise de celui d'avant
Ou peut-être que moi-même, j'ai été en train de scanner ma propre flamme d'adulte, avec mes frustrations d'enseignante, avec mes frustrations peut-être juste de mère qui n'a pas bien dormi, ou encore une réunion qui va servir à rien sur le temps du midi au lieu de me reposer. Mais ça veut dire que nos flammes d'adultes impactent et contaminent presque en continu le comportement de nos élèves, nos enfants et nos proches, sans qu'on en soit pleinement conscient. Cette idée de contamination émotionnelle, je l'ai développée dans l'épisode 71 si vous voulez en savoir plus. Elle est très importante sur le titre d'aujourd'hui qui est réguler les émotions de notre enfant. Je peux réguler les émotions de mon enfant si je me décentre de ma cheminée, si provisoirement je mets une étanchéité avec ce que je vis actuellement, même si ça m'impacte. Même si, quand il me balance ces capes-là à la tête et qu'il me dit « je t'aime plus papa », ça me met en flamme, ça me met moi-même en difficulté émotionnelle. Mais je ne vais pas être disponible pour lui à ce moment-là. Donc, on va faire la part des choses entre je peux aider mon enfant à réguler son émotion, je peux m'aider moi-même à réguler mes émotions, mais généralement pas en même temps. Et ça peut aussi déclencher une flamme de frustration. Et le fait que nos enfants aillent vivre des expériences ailleurs qui peuvent être confrontantes, dans lesquelles ils pourraient au début être beaucoup plus coopératifs et beaucoup plus à l'écoute de l'adulte extérieur, ne sachant pas si l'adulte extérieur est capable d'exploser ou non, je crois que ça joue beaucoup. Tant que nos enfants qui sont observateurs en plus, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde ici, mais on a des enfants qui, pour la plupart, sont beaucoup dans le questionnement, posent beaucoup de questions, observent le monde et veulent en savoir toujours plus. C'est super pour eux, mais par contre, des fois, dans une collectivité, dans une institution, ça peut être un peu pénible. Donc si elle a été recadrée un jour un peu fortement, c'est que nos enfants sont tellement habitués à poser des questions, à être répondus, à être pris en charge, que dans le monde extérieur, oui, là, il va y avoir un principe de réalité. Ils ne seront pas autant écoutés, entendus et tout ça. Sauf qu'avec eux, ils ne vont pas oser dire « je t'aime plus ». Parce qu'en fait, il n'y avait pas ce lien d'attachement. Mais ça a aussi des avantages. C'est parce qu'ils peuvent se créer une identité différente au cours de gym, au cours de tennis, à l'école, que chez nous. Chez nous, on a plus de facettes de notre enfant et il peut se lâcher un peu plus loin. Ce qui est un bon côté aussi, je trouve. Moi, j'en suis à un point maintenant où je pense que nos enfants, quand ils nous voient autant nous débattre avec cette question de régulation émotionnelle nous-mêmes, sont encore plus fins en observation sur qui est du même bord que mes parents et qui n'y est pas. Et avec qui je vais pouvoir me lâcher et exprimer ce que je ressens de manière un peu forte au risque de déranger ou pas. Parce qu'imaginons, je vais prendre le cas qu'on avait à l'école, on arrive sur un remplaçant qui va à la dure, qui force un peu, qui veut se montrer autoritaire et tout ça. Dans certains morceaux de la classe, ils vont considérer, ok, donc lui, il est là juste pour montrer que c'est le chef, il est là pour montrer son pouvoir, donc je ne vais pas vouloir créer un lien relationnel, émotionnel, de cœur à cœur, vivre quelque chose d'horizontal, puisque lui, en arrivant, il se pose en vertical. Et je crois maintenant de plus en plus que les enfants ont une sensibilité à voir quel est l'adulte qui est là et qui a tellement peur de perdre le fil et le pouvoir, qui se pose en posture verticale et descendante. Donc nos enfants, ils ont deux options, hein. Soit ils vont confronter, être le petit merdeux de la journée, balancer des chaises ou faire chier le remplaçant, ou alors ils vont se dire ça m'intéresse pas de rentrer dans cette confrontation, je vais rester sur ma petite colline tranquille, faire mes petits trucs dans mon coin, et quand j'aurai envie de me connecter à un adulte empathique, horizontal, eh ben je sais vers qui j'irai. Mais je les crois maintenant capables de s'orienter vers des adultes qui sont conscients de leur rôle d'adulte et de transmission. Et certains adultes, malheureusement encadrants, sont dans des métiers de la petite enfance, dans une posture encore très descendante, alors que les enfants ont tellement à partager et ce serait tellement intéressant de se baser sur ce qu'ils vivent actuellement du quotidien, plutôt que d'être là juste pour poser une règle de manière arbitraire, quoi. Évidemment, ils peuvent se permettre beaucoup plus, puisque nous, on les aime de manière inconditionnelle. Alors qu'une personne de passage ou une personne de la famille qui verrait moins souvent, bah, non seulement ils ne l'ont pas vu depuis longtemps, donc ils n'ont pas mis à jour un peu la fiche de cette personne-là, mais eux-mêmes, ils sont en constante évolution, nos enfants. Donc ils se sentent moins en train de « est-ce que je peux dire ce que je veux quand je veux avec cette personne-là ?» ou est-ce que je me cadre et je me raisonne et que je me fonde dans le moule et dans la masse, ou est-ce que je peux être un peu plus moi-même? Et nous, si on est complètement honnête en tant qu'adultes, il y a des jours où on ne leur laisse pas non plus toute la place parce que nous, on n'en peut plus ce jour-là.
Et c'est bien aussi pour nos enfants qu'ils entendent qu'il y ait des limites aussi chez les figures d'attachement, qu'il y ait des limites aussi dans ce qu'on va accepter de leurs émotions débordantes. La même colère le lundi matin et le vendredi soir aura peut-être pas le même pouvoir, la même résolution chez une maman, chez un papa, chez une maîtresse ou chez le prof de gym. Parce que le contexte va jouer énormément sur notre capacité à nous mettre à sa hauteur, à reformuler ce qu'il a vécu, à lui proposer des stratégies créatives, alors que l'enfant, à ce moment-là, peut-être que lui-même, il ne voulait plus faire d'efforts et lui-même, il préfère dire « je t'aime plus » parce que ça clôt un peu la conversation et il a l'impression, je crois, avec mes outils, c'est ce que je vais dire, c'est que le « je t'aime plus », c'est « je te balance la flamme et tu te débrouilles avec ». J'ai pas envie d'aller voir plus, ça me plaît pas, je t'aime plus parce que tu me rappelles que je suis responsable de mon émotion. En gros, tu me gonfles, quoi. T'es confrontant, c'est pas juste. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je sais pas me dépatouiller avec mon émotion? J'ai pas envie d'aller voir plus loin, c'est trop compliqué. Et il y a bien des gens qui ferment leurs émotions en me disant c'est plus simple. Je préfère ne rien ressentir du tout et je préfère fermer tout ce que je ressens plutôt que de m'intéresser à ce que les gens sont confrontants. Et un père, c'est confrontant, comme nous tous, on est confrontants. Donc les je t'aime plus, c'est des marques d'opposition normales, classiques, qui font de la peine, mais qui sont dans l'expression de leur évolution, je crois. Il y a des gens d'ailleurs qui disent, dans certaines conférences que je regarde, il y a des gens qui disent, de toute façon, vous avez l'enfant exactement mis sur Terre pour vous confronter dans vos ombres que vous ne voulez pas vous-même voir de votre vie d'adulte sans enfant. Donc il faut que ce soit votre enfant qui vienne vous révéler ce que vous n'avez pas encore accepté chez vous. Alors j'en suis pas encore à ce stade de compréhension, mais je vois qu'il y a une porte intéressante là-dedans. C'est que nos enfants ont sûrement une lucidité sur une de nos failles que nous, on essaye de cacher bien sous le tapis et de faire popper soit à la petite enfance, sur la zone 2-5 ans, soit plus tard, oui, sans doute, à la zone 16-20 ans. Qu'on avait évoqué une fois dans un autre contexte sur la communication non violente, c'est que quand nous, on exprime ce qui se passe en nous, l'autre avait une lecture tellement différente. C'est qu'un enfant qui nous dirait une phrase qui nous pique, nous, c'est juste la réception du message qui nous pique, mais on n'a pas le contexte de lui, comment il a envoyé cette phrase. Par contre, on devrait aller chercher pourquoi ça nous pique à ce point-là. Si ça nous pique, c'est pas l'émetteur qui est à remettre en cause, c'est comment nous, on reçoit ce mot, cette phrase, ce moment-là, ce comportement-là, parce que ça en dit beaucoup de nous sur nos braises de vie, sur nos émotions qui ne sont pas complètement deuillées, plutôt que sur l'enfant, l'élève ou même la belle-mère, qui, elle, n'a pas l'historique de notre vécu sur Terre et qui, elle, balance ça depuis sa colline sans prendre en compte que ce mot-là est déclencheur pour toi, ou ce mot-là, vous voyez bien que l'enfant, il n'a aucun recul sur la situation. Par contre, la dame, elle peut très bien le prendre comme très mal le prendre, suivant son historique avec son vécu, avec son passé et tout. Donc nous, on va se détacher de ça en tant que parents. Et par contre, notre rôle, c'est d'expliquer à l'enfant que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ses choix et ses réactions de colère ou ses réactions d'émotion peuvent, à leur tour, avoir un impact sur leur frère, leur mère ou le prof de gym, mais qui ne sont pas non plus responsables de la conséquence de leurs actions tout le temps sur l'émotion de l'autre. Et ça, c'est assez subtil aussi. Il faut qu'on les rende conscients de ce qu'ils font dans l'impact, mais pas qu'on les rende responsables de tous les impacts dans les émotions des autres. Et ça, à 4 ans, c'est trop compliqué. Donc on peut se donner rendez-vous. On va parler de plus jamais être débordé par nos émotions. J'en profitais pour vous présenter certains de mes outils et puis un programme en particulier. Si vous n'êtes pas dispo en live, je vous envoie le replay. Donc il y a le lien pour s'inscrire à la masterclass. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.